Bonjour à tous et toutes. On va démarrer un sujet qui est important pour beaucoup de repreneurs. Évidemment, quand on veut reprendre une entreprise, la première chose qu'on veut trouver, c'est trouver cette entreprise. Et ça va vous occuper pendant un bon bout de temps, en fait. Un vrai parcours. Donc, c'est ce sur quoi on va parler maintenant. Alors, je me présente rapidement. Donc, je suis Arnaud Langer. Je suis délégué du CRA, cédant et repreneur d'affaires sur le 35. Ancien chef d'entreprise. Il y a un an, j'avais encore une société. Donc, j'ai vécu le début de ce que vous faites actuellement pour les repreneurs. Et puis ensuite, j'ai vendu. Voilà. Et donc, juste pour vous dire deux mots sur le CRA, c'est une association qui est là pour faciliter la reprise et la vente des entreprises, je dirais de taille moyenne, partout en France. On est 250 délégués, bénévoles, pour faire qu'aucune entreprise, si possible, reste sur le carreau sans repreneur. C'est ça l'idée. Donc au total, actuellement, il y a 1200 repreneurs qui sont dans notre réseau et 570 entreprises à vendre. Voilà. Donc je passe la parole à Isabelle de la CCI. Bonjour, donc Isabelle Granger, je suis à la CCI d'Ille-et-Vilaine depuis un peu plus de 15 ans sur le sujet de la transmission reprise. Donc côté vendeur, toute taille, tout secteur pour l'Ille-et-Vilaine avec l'animation de Reprendre en Bretagne. Et côté repreneur, j'accompagne plutôt les repreneurs comme Renault, donc des repreneurs qui cherchent une PME à reprendre. Mes collègues de la création accompagnent les reprises de fonds de commerce. Mais on pourra parler des deux, bien entendu. Renaud. Et bonjour à tous, donc, je suis Renaud Pinsard, je suis dirigeant d'entreprise depuis une vingtaine d'années. J'ai vendu une première entreprise et il y a 5 ans, via l'aide du CRA et de la CCI, j'ai repris l'entreprise Portclos qui est située sur la route du meuble à la Mézières, qui est un fabricant de portails et de clôtures en aluminium. Aujourd'hui, on est 16 dans l'entreprise. On était 11 il y a 5 ans quand j'ai racheté. Voilà. Et donc, vous allez nous raconter comment vous l'avez trouvé, bientôt. Donc ça va être interactif. Donc Renaud intervient quand il veut. Voilà, ça va fonctionner comme ça. Alors, trouver la bonne cible, ça c'est vraiment un très gros point dans la démarche. Alors ça nécessite, on va le voir, une méthode, une bonne méthode et une très grande organisation du temps. Parce que au fur et à mesure, vous allez lutter un peu contre le temps, l'érosion. On sait qu'une démarche de reprise, c'est entre, je dirais, 12 et souvent 18, 24 mois. Et il faut s'accrocher quand même. Donc voilà. Et surtout, c'est pas parce qu'on a trouvé une cible qu'il ne faut pas en prendre aussi d'autres, parce que cette cible-là, peut-être qu'elle peut malheureusement disparaître au cours du temps, pour plein de raisons. Voilà. Donc c'est un travail aussi à temps plein. Donc souvent, celui qui dit « ouais, je recherche aussi un boulot ça c'est compliqué, ça. Franchement, je sais pas ce que... Non, je pense qu'effectivement, c'est un objectif qu'il faut avoir et ne n'avoir que celui-là. Faire autre chose en parallèle, alors moi, ça n'a pas été mon cas, mais c'est probablement pas une bonne idée. Ouais. Alors moi, après, je suis un peu un contre-exemple parce que j'ai pas étudié beaucoup de dossiers, ça a été très vite. Très bien. Et donc, parmi ceux qui étaient parce que tu as fait la formation du CRA, ouais, j'ai fait. Et sur les 17, il y en a... Alors oui, quand j'ai fait la formation, donc c'était en octobre 2017, et on était 17 dans l'entreprise. Aujourd'hui, la majorité a repris. Après, il y en a qui ont abandonné leur projet, qui sont redevenus salariés ou qui ont créé aussi des entreprises. Mais en tout cas, on avait créé un groupe et on est en contact régulier avec chaque personne. Et les 17, en tout cas, aujourd'hui, ont une activité, soit rachat, création, etc.
Très bien, merci. Donc, vous l'avez compris, dans cette démarche, l'occupation la plus longue, c'est la recherche de la cible. C'est aussi, je dirais, la qualité de la préparation que vous allez mettre en place qui va faire que cette cible, vous allez la trouver plus ou moins vite d'ailleurs. On peut. Ouais, c'est hyper important si vous êtes en initiation, en phase de trouver une cible. Ce qui est important, à mon sens, c'est d'avoir une très bonne fiche de cadrage. C'est-à-dire de savoir ce que vous recherchez de manière assez précise. Il sera toujours temps après d'élargir un petit peu votre périmètre, mais ça demande aussi d'être honnête envers soi-même en termes de capacité. Qu'est-ce qu'on est capable de gérer comme entreprise, quels sont les moyens financiers qu'on est capable de mettre, etc. Mais donc de très bien cadrer son projet dès le départ, ça vous aidera par la suite en fonction des dossiers que vous allez étudier. Merci. Voilà, donc préparer sa recherche, c'est vraiment un point sur lequel il faut prendre du temps, peut-être au tout début. S'il faut passer un mois là-dessus, il vaut mieux le passer et bien. Donc réfléchir à son projet personnel, son projet de vie, parler énormément avec son conjoint, sa famille. Parce que ça, c'est souvent l'écueil. Il vaut mieux, tiens, on va aller vivre, j'ai une entreprise dans le fin fond de l'Ardèche. Ah non, mais moi, je ne veux pas y aller. Pardon. Donc c'est une vraie discussion qu'il faut avoir. Parler énormément aussi de cela avec ses amis, son entourage, la CCI, le CRA, toutes les organisations que vous connaissez. Réfléchir aussi sur sa capacité personnelle, sur le métier, ce que l'on veut faire, pas faire surtout. Et ça va être important dans le choix de l'entreprise dans laquelle vous souhaitez opérer. Et puis, y a-t-il un besoin de formation? Parce que souvent, on peut négliger ça en se disant « ouais, je suis bon en finance, il n'y a pas de problème ». Alors, je peux rebondir là-dessus, parce que ça a été une de mes interrogations. Donc moi, avant de racheter Port-Clos, donc j'ai été un peu plus de 10 ans, j'avais créé mon entreprise, et puis je l'ai fait grandir, et puis je l'ai revendue. Et donc, quand j'ai recherché une entreprise à racheter, je me suis dit, bon, voilà, ça fait 10 ans que je gère une boîte où j'avais 45 personnes dedans. Je sais faire. Je sais lire un bilan, je sais faire un plan de trésor, tout ça, je sais le faire. Et puis, finalement, en réfléchissant, donc j'ai eu connaissance de la formation qui était dispensée par le CRA. J'ai hésité, parce que il y a un coût aussi malgré tout, donc ça rajoute une ligne dans, dans l'ensemble des dépenses qu'on a consacrées pour la reprise. Et j'y suis allé, j'avoue un petit peu sceptique au début en me disant il y a sûrement plein de sujets, je ne vais pas apprendre grand-chose. Et j'avais bien raison de faire cette formation parce que j'y ai appris énormément de choses que je croyais connaître et que je ne connaissais pas ou mal. Et puis j'y ai surtout rencontré tout un tas d'intervenants, de collègues stagiaires aussi. Et puis après, quand il a fallu m'entourer de commissaires aux comptes, d'experts comptables, d'avocats, etc., j'ai été épuisé, notamment dans les gens que j'avais pu rencontrer pendant cette formation. Et ça, c'est un vrai plus. Ouais. Si je peux me permettre un petit mot, ce qu'il faut, c'est qu'effectivement, vous soyez franc avec vous-même et franc avec tout votre entourage. C'est très difficile à vivre d'être pendant 1 an, voire 2 ans, aux yeux de la société et parfois aux yeux du conjoint, en recherche active d'entreprise à reprendre, donc techniquement chômeur. Quand même. Et on va voir au fur et à mesure de l'année qui s'écoule des personnes qui vont venir. T'en es où? Je cherche une entreprise. T'en es où? Je cherche une entreprise. Bon, allez, quand même, c'est pas si difficile. Et le regard de la société est important. Donc, il faut vraiment signer ça au début, en famille et par rapport effectivement à soi-même, savoir si on est assez fort pour faire face à ça. Et justement, être au CRA, être au CCRE 35, vous êtes dans des groupes, dans des clubs où les autres sont dans la même situation que vous et vous aident en fait à supporter cette différence entre guillemets, parce que quand on est salarié et que tout à coup on arrête d'être salarié,
il y a un grand nombre de réseaux sociaux et d'activités qui disparaissent. Et ça fait quand même un grand vide. Pendant combien de temps vous avez été, entre guillemets, chômeur J'ai quitté, en fait, moi, quand j'ai vendu mon entreprise, je suis resté dans le groupe qui m'avait racheté quelque temps. Et j'en suis parti en 1 an, finalement. J'en suis parti en mai 2017 et j'ai signé en mai 2018 la reprise définitive. C'était comment un an? En fait, il y a eu vraiment 6 mois de recherche. Alors au début, on fait plutôt qu'est-ce que j'ai envie de faire, etc. Et puis, je me suis vraiment mis en recherche pendant la formation CRA, donc c'était en octobre. Et puis après, ça s'est enchaîné très vite, puisque j'ai eu connaissance du dossier courant novembre. J'ai rencontré fin novembre une première fois le dirigeant. On s'est vu à nouveau, téléphone, etc. Et j'ai signé ma LOI entre Noël et Jour de l'An. Et puis après, à partir de là, et je sentais, même si effectivement ça peut toujours à tout moment capoter l'histoire, là il y avait un bon fit, ça se passait bien. Donc après on va dire janvier jusqu'à mai, ça a été dérouler tout le process, les audits, etc. Et donc ça a été, j'ai eu cette chance. Ouais, et au final, donc, tu disais tout à l'heure 10 et plus de dossiers. Moi, au final, j'en ai étudié que 3. Mais pour clos, un en parallèle au cas où, et un autre que j'avais fait un peu avant, mais qui a capoté assez vite, quoi. Donc voilà. Très bien. Là, on va revoir maintenant ce qu'on appelle les 5 points clés pour reprendre assez rapidement, parce que je pense que c'est assez connu, mais il ne faudra pas hésiter à commenter à nouveau. En effet, ça fait un peu partie aussi de la fiche de cadrage, en fait, dans la démarche. C'est se poser la question déjà, dans quelle activité je veux exercer et quel métier, parce que ça c'est aussi souvent on peut sortir de grandes entreprises, avoir eu quelque chose de très spécifique, mais quand on va dans le monde de la PME, on élargit énormément ses compétences, donc il faut être capable de le faire et se poser les bonnes questions. Voilà, donc il faut maîtriser ce comme on met là, l'environnement, les chiffres, les pratiques. Et puis, si on ne connaît pas l'activité, on prend un peu plus de risques. Là, c'est ce qu'on a mis, on multiplie par 1,5 le risque d'échec. C'est un peu la même chose aussi si on ne connaît pas le métier. Et ça peut être parfois aussi difficile si on va dans une géographie où on n'est pas raccord au niveau famille. Ça peut être compliqué. Alors moi j'étais raccord au niveau famille, même si je suis venu de la région parisienne pour la terre d'origine. Par contre effectivement je ne connaissais pas le métier de Port-Clos. Avant je dirigeais une entreprise dans l'informatique, donc ça n'avait pas grand chose à voir. Et là-dessus le plus important c'est quand vous étudiez un dossier d'une entreprise dont vous ne maîtrisez pas bien l'activité, c'est de vous assurer qu'une fois que vous aurez repris cette entreprise, il y a des sachants dans l'entreprise sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer. Sans ça, c'est un peu compliqué. À l'origine, si je peux me permettre l'aparté, moi je cherchais une entreprise dans le domaine de la haute fidélité. C'est un domaine qui me plaît bien. Et puis finalement, je me suis aperçu que soit j'avais pas les moyens de racheter parce que c'était des entreprises trop importantes, soit pour des entreprises un peu plus exclusives et confidentielles comme ça, qui font du matériel de très bonne qualité. Finalement, le sachant, c'était le dirigeant qui partait. Et j'ai trouvé beaucoup de dossiers, que j'ai à peine étudiés en fait. Et donc du coup, je me suis réorienté et j'ai compris que cette activité-là, elle serait fermée pour moi puisque je n'avais pas moi après
j'allais pas pouvoir porter cette compétence technique. Donc ça, c'est très important, c'est de vous assurer si vous n'avez pas la compétence technique au métier, qui va le faire, sur qui vous allez pouvoir vous appuyer demain dans l'entreprise, et de mesurer aussi le risque si jamais cette ou ces personnes quittent l'entreprise, dans quelle situation potentiellement dangereuse vous pouvez vous retrouver, quoi. J'ai en mémoire une jeune femme qui a repris en 2020. Son directeur commercial est tombé très malade du jour au lendemain, arrêt maladie. Il avait tous les dossiers en cours, en devis, en partie dans le bureau, en partie dans sa tête. Et ça a mis un gros coup de frein sur l'activité, malheureusement. Donc, moins vous maîtrisez, plus c'est compliqué. Bon, dans l'artisanat ou le commerce, souvent, le chef d'entreprise a le métier dans les mains ou dans la tête et on a moins de risques. En reprise de PME, il faut repérer dans les équipes les hommes clés. On va basculer maintenant sur la recherche géographique. On a un petit peu parlé. Donc, vous êtes, mon Dieu, de la région parisienne, mais madame était bretonne. C'est pour ça que vous êtes revenu ? Alors, c'est pas pour ça, mais ça a été effectivement déjà un point... Enfin, si on avait envie quand même de quitter la région parisienne et de revenir un peu aux origines. Donc, en tout cas, c'était pas un frein. Et là, on était bien raccord, peut-être même elle encore plus que moi. mais oui, c'est important. J'ai dans le groupe de repreneurs dont je parlais tout à l'heure, quelqu'un qui, alors au final ça se passe bien, mais qui a un peu imposé son choix. Enfin, il avait un secteur géographique extrêmement large. Et je crois que sa conjointe aurait préféré que ça soit une autre région. Bon, voilà, mais c'est important en tout cas effectivement d'avoir l'adhésion de tout votre entourage. Et ça va dépendre du métier du conjoint, parce qu'un conjoint qui est avocat a vocation à ne jamais bouger, alors qu'un conjoint qui est professeur des écoles peut assez facilement demander une mutation ou dans les métiers de la santé, etc. Donc ça va dépendre aussi quand même du métier du conjoint, éventuellement. Ça peut aussi dépendre de l'âge des enfants. On va dire plus ils grandissent, plus c'est compliqué de les faire bouger. Gérer des problèmes à la maison, en plus d'avoir 200% de son temps dans la reprise de l'entreprise, ça va être compliqué. Si on se reconcentre sur l'aspect entreprise, le fait de ne pas bouger, vous, géographiquement, quand vous reprenez votre boîte, c'est bénéficier de tout le réseau local que vous avez déjà. Donc, c'est aussi un plus. Donc, plus vous vous éloignez, plus les risques d'échec sont importants. Et si vous déménagez, il faut impérativement que vous vous renseigniez, arrivez sur place, pour rejoindre les réseaux et tout de suite créer de nouveaux liens, créer de nouvelles dynamiques. Et donc, c'est un peu ce que vous avez fait, Renaud. C'est ce que j'ai fait, ouais. Quand je suis arrivé sur la région physiquement, donc j'avais acheté déjà ma maison, j'avais pas encore officiellement acheté l'entreprise, et donc je me suis inscrit au CCRE 35, où là j'ai pu rencontrer des gens déjà qui étaient dans la même dynamique que moi, qui avaient les mêmes problématiques aussi, enfin qui vivaient la même chose que moi à ce moment-là, même si moi j'étais déjà un petit peu plus avancé sur le projet, mais et j'ai pu y rencontrer des gens avec qui je travaille toujours aujourd'hui, quoi. Merci. Donc on va attaquer le 3e point sur 5, il y en avait 5, ça va être long. C'est le prix, bien sûr. Donc quand on parle de PME, on ne va pas être sur le pourcentage du chiffre d'affaires comme dans le commerce ou l'artisanat. On va plutôt parler de rentabilité et donc de la capacité de l'entreprise à rembourser sa dette senior. Alors, on fait un montage qu'on appelle le LBO, c'est-à-dire qu'on met son apport personnel dans une société holding. C'est la société holding qui va souscrire un emprunt. Et les remboursements sont annuels. Ce remboursement annuel, il est remboursé par le versement des dividendes, puisque la société holding possède la PME. Et donc, les bénéfices de la PME remontent dans la holding qui rembourse son emprunt. Si la PME ne fait pas de bénéfices, on ne rembourse pas son emprunt. Donc, c'est vraiment la rentabilité de la PME en tant que telle qui va vous permettre de financer l'emprunt. La différence d'un candidat à l'autre,
pour une reprise de PME, c'est l'apport finalement. Et c'est aussi la qualité finalement du profil en tant que tel. La rentabilité est la même pour tous. Vous avez eu un prix de vente qui était réfléchi. On avait donc un vendeur qui est cherché à vendre depuis 4 ans, qui était assez gourmand en termes de prix et qui est devenu raisonnable, je dirais, mais vous n'étiez pas le premier à faire une offre. Oui, en fait, il ne voulait pas entendre. Il s'était, lui, on va dire psychologiquement, fixé un prix en dessous duquel il ne voulait pas descendre. Mais en fait, ce prix ne correspondait pas du tout à la valeur de l'entreprise. Donc, dès qu'il recevait une offre qui, finalement, bon, il y a des modulos, mais le prix il correspond toujours quand même à un ratio par rapport à la performance de l'entreprise. Et donc, il recevait un prix en accord avec les performances de l'entreprise. Et donc, il ne voulait pas entendre que ce prix-là était le bon. Donc, il refusait systématiquement les offres. Et puis, 3-4 ans se sont passés. Et puis, au bout d'un moment, il s'est quand même dit, si personne, finalement, si toutes les propositions que je reçois, elles sont grosso modo à 50% de ce que moi je souhaite, c'est peut-être quand même que mon exigence, elle est trop élevée. Et donc, à partir du moment où il l'a entendu, finalement, ça s'est fait assez vite, quoi. Et donc, quand on cherche une entreprise, c'est pas parce qu'elle est depuis longtemps sur le marché qu'elle est pourrie. Elle est peut-être un peu chère. Il faut peut-être être le 8e ou le 9e à faire la proposition. Ce n'est pas parce qu'on est le premier face à un vendeur que c'est forcément une bonne chose. Donc parfois, c'est très bien d'être le premier parce que le vendeur est directement au bon prix et il est pressé. Et l'idéal d'une reprise, c'est toujours de faire vite et bien. Mais des fois, c'est intéressant d'arriver, entre guillemets, après 12 autres qui se sont cassés le nez dessus. Moi, je crois que j'étais le 5e ou le 6e. Je sais plus. Voilà. Donc, c'est pas parce qu'elle est depuis longtemps à vendre que c'est forcément mauvais pour vous en tant que repreneur. N'hésitez pas à regarder de plus anciennes annonces. Et puis, il avait aussi, au début, il n'avait pas voulu s'entourer. Enfin, il n'avait pas fait appel à un professionnel. Un professionnel pour la vente de son entreprise. Donc, sa première évaluation, il l'avait faite lui-même. Et puis après, il avait fait savoir comme ça. Donc, il avait eu effectivement des contacts. Mais quand c'est pas finalement structuré, professionnalisé, en termes de rachat comme en termes de revente, on se rajoute un peu des bâtons dans les roues, quoi. Ah, ça fait du surplace. Et donc, comme les apports sont les seules différences entre les différents repreneurs, et que quand même l'argent c'est le nerf de la guerre, la love money est importante. Vous avez tous ceux qui vous love, qui vous donnent de la monnaie, soit ce sont des dons, c'est le bon moment pour faire une avance sur héritage, soit ils font des prêts, ils préviennent les autres éventuellement de la famille, et ils vous font un contrat qu'on peut enregistrer pour dire que c'est un prêt officiellement, etc., soit chez le notaire, soit avec un timbre. Et même, on a une autre solution pour toujours avoir un petit peu plus d'apport et réussir à être celui qui reprend, c'est éventuellement de conserver son argent soi-même et de miser aux côtés du repreneur. Là, les parents ou les amis qui veulent miser à vos côtés restent propriétaires de l'argent et généreront, quand ils revendront, une plus-value. Et ils revendront à qui? Ils revendront aux repreneurs. Donc vous êtes à 100% sur votre rapport? Oui. Vous n'avez pas eu besoin de ça? Non. C'est déjà ça. Ça complexifie la vie quand même. Pas sur l'entreprise, mais comme j'ai racheté les murs en même temps via une SCI, là par contre j'ai fait appel, parce que finalement les murs représentaient plus que le montant de l'entreprise. Sur la partie SCI, j'ai eu de l'apport familial. Ouais. Merci la famille. Voilà, vous avez lu pendant qu'on parlait tout ça, donc on va basculer à l'accompagnement. Ouais, alors l'accompagnement, c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faut travailler dès le départ. Notamment savoir s'entourer des bons experts, trouver assez rapidement un expert comptable, un avocat avec lequel on va bien s'entendre. L'objectif, ils sont là pour vous aider, mais ce n'est pas eux qui prennent la main. C'est vous qui gardez le lead en permanence. Ça, je ne sais pas comment vous faisiez. Mais... Oui. Alors moi, l'expert comptable que j'avais pris dans le cadre de la reprise n'est aujourd'hui pas mon expert comptable, mais c'est mon commissaire aux comptes. Donc on a quand même gardé les relations. C'est très important aussi
même si par exemple vous avez dans vos relations, vous connaissez un expert comptable, l'important, certes, effectivement, c'est peut-être mieux de le connaître, mais c'est surtout que lui, et encore, moi je suis d'accord, mais c'est surtout que lui comprenne bien votre métier. Qu'il ait déjà dans son portefeuille, idéalement, des entreprises, sans forcément qu'elles soient strictement similaires, mais en tout cas qui œuvrent un peu dans le même périmètre, pour qu'ils comprennent bien votre métier finalement. Et, voilà. Bon, la formation, on en a parlé, ça peut être important. Et le réseautage, c'est vrai que la CCI, c'est vraiment dans chaque, je dirais, département, le point d'entrée. Donc ça, c'est important. Puis ensuite, les associations, il y en a, et on en a parlé aussi tout à l'heure. Donc, mais ce qui est important surtout, c'est maîtriser son destin. C'est vous, le patron, hein, faut pas oublier. Ensuite, la fiche de cadrage, on en a parlé, c'est un peu l'équivalent d'un CV. C'est un formatage un peu particulier que vous pourrez découvrir. La CCI peut vous former là-dessus, le CRA peut vous aider. Et c'est pas mal de discuter avec les associations pour travailler un peu plus dans le détail. Voilà, hein, donc ça c'est bien. C'est quelque chose que vous communiquerez aux interlocuteurs, aussi, pourquoi pas, aux gens qui vont vous accompagner. Voilà. Donc ça, c'est les points. Je sais pas ce que vous aviez fait. Cette fiche de cadrage, moi, j'y ai trouvé aussi un intérêt. Elle m'a permis, finalement, de se poser des questions. En soi, j'ai dû l'envoyer 2 fois, je crois. Mais surtout, elle permet de bien poser sur la table. Combien je m'autorise ou quelle est ma capacité d'endettement. Donc ça veut dire derrière quel type d'entreprise je recherche, enfin quelle taille, le secteur géographique, enfin l'ensemble des paramètres, de les poser noir sur blanc. Et tout à l'heure, je crois que c'était indiqué, surtout tout en restant honnête avec soi-même. Ça, c'est important. Il ne faut pas avoir les yeux ou trop petits ou trop grands. Et c'est pas parce qu'on a travaillé dans un grand groupe et que potentiellement on était patron d'une BU où il y avait 100 personnes dedans que demain on est capable de diriger une entreprise de 100 personnes. Hein. Le boulot n'est pas le même. Hein. Donc, Merci. Et donc, avec cette fiche de cadrage, on va aller affronter le marché. Donc, le marché, il y en a 2, très différents. Il y a la TPE, l'artisanat, le commerce, où on a à peu près autant de vendeurs, voire plus de vendeurs que de repreneurs. On a quand même des vendeurs qui sont encore parfois un peu élevés en termes de prétention sur les prix des fonds de commerce. Et on a ce fameux problème de volume d'artisans ou de commerçants qui arrêtent leur activité sans trouver de repreneurs. Pour autant, effectivement, il y a en général 1 ou 2 salariés. Pour la PME, on a le problème contraire. On a beaucoup plus de candidats à la reprise qu'on a d'entreprises à reprendre. Tout simplement parce que c'est le tissu naturel des entreprises en France. 95% des entreprises françaises ont moins de 10 salariés. Donc forcément, quand on cherche à reprendre une entreprise de plus de 10 salariés, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Si en plus vous croisez ça avec votre contrainte géographique et que vous croisez ça avec la contrainte de l'activité en tant que telle, eh bien il y en a encore moins. Et donc finalement, quand une belle boîte est à vendre à un prix juste, eh bien on a 5, 10, 15 candidats pour reprendre cette boîte-là. Donc il faut être le meilleur, celui qui est le plus proche du métier et éventuellement celui qui a le plus d'argent en termes d'apport. Voilà. Et puis les cédants sont hyper allergiques au non-respect de la confidentialité. Voilà. C'est votre... Encore moi ? Encore moi ? Je continue. Eh bien, donc, c'est ce que je viens de vous expliquer. Ça tombe bien. On est... Non, mais il n'y a pas de... Oh, là, vous reculez.
Bon, sachez que donc en gros, si vous reprenez dans le commerce, dans l'artisanat, dans la petite boîte, normalement vous ne mettez pas beaucoup plus de temps qu'une création. Une création, on dit que c'est un peu comme un bébé, c'est souvent dans les 9 mois. Donc on peut être rapide, 6, on peut être un petit peu plus lent, 12. Et on est sur la même taille pour les reprises d'entreprises en commerce ou artisanat. Tandis que quand on reprend une PME, effectivement, hein, et Arnaud l'a dit tout à l'heure, et Renaud est un contre-exemple, mais il en faut, ça fait du bien. 12 mois, c'est rapide. C'est plutôt 18, c'est plutôt 24. Voilà. Donc, retenez bien ça, c'est déséquilibré. Donc, vous êtes dans une forte concurrence, même si chacun a ses qualités, chacun ses défauts, et que c'est pas parce que vous êtes tous candidats sur la même boîte, c'est le cédant qui va décider. Donc, vous êtes en concurrence, mais en même temps, vous avez chacun vos avantages vis-à-vis d'un cédant ou d'un tel ou d'un tel. Le marché, il est souterrain, et donc le plus difficile, c'est de faire savoir en fait qu'on est vendeur sans lâcher l'information partout. Et donc, c'est vraiment l'inquiétude systématique du vendeur. Et donc, il essaye des trucs. Des fois, justement, il essaye de ne pas se faire accompagner, etc. Il demande aux copains comment ils ont vendu. Ils essayent de prendre les mêmes méthodes, etc. Et donc, c'est à ce moment-là, et c'est tant mieux que, justement, c'est intermédiaire. Et donc, là, c'était Transactio, hein, le mandat. Ouais, et l'annonce était sur le site Reprendre en Bretagne. La découverte de la cible, c'était un peu par hasard. Oui, bah c'est pendant la formation du CRA, j'étais le hasard des placements à côté d'une personne qui en fait avait vendu son entreprise, et je ne le savais pas encore, mais à un des fournisseurs assez importants de Port-Clos. Et il m'a dit, tiens, tu cherches en Bretagne. Alors lui, il avait vendu en Île-de-France. Mais j'ai la boîte qui m'a racheté. Ils sont présents à Rennes. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait un de leurs clients qui cherchait à vendre. Un fabricant de portail, etc. Et bon, moi, c'était un domaine qui m'intéressait. Donc j'avais déjà une piste de recherche, et puis via le site de la CCI, quand j'ai vu l'annonce, je me suis dit ça, il y a des similitudes quand même. Donc ce dossier m'a d'autant plus intéressé, et puis après voilà, une fois qu'on signe la lettre de confidentialité, on a accès à toutes les informations, et ça a confirmé que c'était bien ce dossier-là, puisque j'ai retrouvé le nom du fournisseur dans la liste des fournisseurs principaux. Merci. Et donc, on va parler de la TPE, puisqu'on comme on a Renault, on a tendance à parler de la PME, mais il faut surtout être vigilant sur le prix de vente du vendeur, qui souvent est difficile à financer du point de vue du repreneur. Mais pour ça, ce n'est pas à vous de faire ce travail-là. Malheureusement, ça va être à l'expert comptable du vendeur, voire d'expert comptable repreneur à expert comptable du vendeur, pour rediscuter un petit peu du financement finalement de ce fonds. Ce qu'il faut bien expliquer, c'est qu'aujourd'hui, on a déjà de l'inflation, on a une augmentation des taux d'intérêt, et on a des banquiers qui sont de plus en plus allergiques au risque. Donc, il y a quelques années, on augmentait les taux d'intérêt quand on trouvait qu'il y avait un risque. Aujourd'hui, on refuse de vous faire une offre de prêt quand on estime qu'il y a un risque. Donc là, il faut vraiment expliquer aux vendeurs qu'à ce prix-là, vu ce qu'il y a à faire pour vous en tant que repreneur pour améliorer le fonds aussi, pour la reprise, eh bien, le banquier refusera de financer le prêt. Donc, il faut vraiment faire preuve de pédagogie. Souvent, les affaires qui ne se vendent pas, c'est parce que le prix n'est pas en adéquation avec le marché. Il faut être vigilant par rapport à ça. Et puis, des fois, juste, c'est pas vendable. C'est pas vendable parce que c'est un changement de paradigme. Les gens achètent de plus en plus sur Internet, et vous êtes un commerce physique sans boutique en ligne. Ou alors, les équipes sont parties. On a eu de la chance à Port-Clos que les équipes partent pas, mais souvent, quand on sait que son patron est en vente, on commence à remettre son CV à jour et à chercher ailleurs. Donc, si les équipes partent, il n'y a plus rien à acheter. Puisque ce que le vendeur avait, il part avec lui, et si le reste était dans les équipes, si les équipes sont parties, ça ne vaut plus rien. Donc c'est hyper important de vérifier que l'entreprise elle est encore dans une dynamique et que les équipes croient encore à un projet de reprise. Donc,
On va parler de la recherche de la cible, enfin, quels sont les moyens. Est-ce que déjà, dans l'Assemblée, il y en a qui sont déjà en recherche de cible voilà, il y a du monde. Et c'est comment? C'est coup-ci, coup-ça. Bon, en fait, oui, c'est un travail à plein temps, on le disait tout à l'heure. Il y a pas mal d'endroits, bien sûr, où on peut trouver des cibles, l'entourage, évidemment, nos connaissances, tous les cabinets d'intermédiation. Bon, il y a des sites, hein, CRA, FUSAC, le portail BPI qui est très, très riche, les chambres consulaires, reprendre en Bretagne, tout ça. Et puis également les fournisseurs, toutes les organisations professionnelles, les syndicats, il ne faut pas les négliger. Je pense UIMM, tout ça c'est possible. Les réseaux, les clubs, on a vu ça tout à l'heure, les collectivités. En fait, c'est vraiment assez large et il faut y aller, il faut tirer de tout bois, je dirais. Et à un moment, on va, comme tu le disais, entendre parler de quelque chose. Alors, il faut faire savoir à un maximum de gens qu'effectivement vous êtes dans cette dynamique, que c'est un vrai projet, c'est pas juste une lubie. Et voilà, ça peut arriver. Vous pouvez trouver quelqu'un qui connaît quelqu'un et qui a pleine cible ce que vous recherchez, quoi. Il y a une grosse part de hasard, mais dans la vie, c'est souvent ça. Mais parce qu'on était là et qu'on a saisi l'opportunité. Hein. Ouais. Alors, je vais vous parler maintenant d'une expérience que j'ai eue personnellement, c'est l'utilisation de Diane. Je ne sais pas si vous connaissez Diane, mais c'est une grosse base de données qui représente environ 1,5 million d'entreprises qui sont toutes in boni, c'est-à-dire en bonne santé, plus ou moins quand même. Et c'est une autre façon de chercher. On va chercher dans ce qu'on appelle le marché caché. Alors ça ne va pas représenter non plus... on se rajoute peut-être 10% de chance en plus. Hein, c'est pas non plus... voilà. Mais moi j'ai fait ça très rapidement après être sorti aussi de la formation du CRA. Et j'ai ciblé environ 600 entreprises. Sur celles-là, je les ai analysées rapidement parce qu'il ne faut pas perdre trop de temps sur les chiffres quand même. Et j'ai fait un public postage. Alors comment j'ai fait ce ciblage? C'est sur la base de la fiche de cadrage, l'endroit où je voulais aller, etc. Et ça fait que j'ai fait un public postage écrit à la main, écrit personnel avec le nom du cédant, c'est un peu de boulot quand même. Et j'avais eu environ 40 retours, ce qui était quand même très bien. Sur les 40 retours, ensuite téléphone pour prendre des rendez-vous, j'avais eu un peu plus que 10-12 rendez-vous. Et là, c'est là où on commence un peu la discussion avec le cédant. Comme ils ne sont pas forcément vendeurs, j'ai eu des cas aussi, on m'a dit c'est sympa, parce que vous m'avez donné une bonne idée, mais moi je vais continuer tout seul. Ça m'est arrivé au moins 2 fois. Mais c'est comme ça fait partie du jeu. Et puis après, donc jusqu'à la LOI, où j'avais gardé 3 sociétés dans mon cas, pour finaliser. Mais donc ça c'est aussi possible, ça demande, là on est plus dans la prospection active, un peu hors marché. Moi j'ai pas eu à l'utiliser, on l'avait vu dans le cadre de la formation CRA sur comment l'utiliser. J'avais dû faire, je me souviens plus trop, un peu joujou avec, mais bon moi comme ça s'est fait au final assez rapidement, j'ai pas eu besoin de l'utiliser, mais c'est un outil en tout cas à porter. Ouais. C'est intéressant si vous êtes sur une recherche extrêmement spécifique. Si vous dites, moi dans mon cas c'était le marché de la santé, donc là c'est un peu compliqué quand même au niveau local, donc c'était une façon d'accéder à un marché un peu plus large. Alors là on a commencé à trouver des cibles qui nous intéressent. Et ce qui se passe, c'est que souvent, on voit une sorte d'iceberg. Hein, donc, ok, on voit la forme de la société. Et puis, c'est surtout ce que le cédant veut en laisser paraître. Donc, c'est normal. Hein, mais voilà, donc il va falloir creuser et découvrir ce qui est caché, notamment les facteurs humains,
la qualité des fournisseurs, des produits, tout ça. Je sais Ouais, pas puis comment ça a été pour déjà bien comprendre aussi lui pourquoi il vend. Alors il y a des choses. Moi en l'occurrence c'était assez simple. Il voulait faire valoir ses droits à la retraite déjà depuis 4 ans. Il était usé. Ça faisait 40 ans qu'il gérait cette entreprise. Mais si c'est pas évident. En tout cas, c'est un élément important à bien comprendre. Est-ce que il teste pour aussi voir un peu ce que peut valoir son entreprise, ou est-ce qu'il est déjà dans une vraie démarche, quoi. Parce que faut pas qu'il vous fasse perdre du temps inutilement, d'autant plus si cette entreprise vous intéresse vraiment, quoi. Donc ça, c'est un point important. Tout à fait. La face cachée, c'était le toit. Moi, j'ai pas eu de gros écueils, si ce n'est effectivement, j'aurais mieux fait de visiter l'entreprise un jour où il pleuvait, quoi. Ça m'aurait évité d'avoir une toiture entière à refaire. Mais avec des machines qui ont pris l'eau, enfin bref, c'était... Donc là, c'est important ce que tu dis là, parce que c'est là où quand on fait les premières rencontres, on va voir ça maintenant, avec le dirigeant, il faut creuser un petit peu quand même, poser les bonnes questions, avoir préparé sa copie. On va pas pouvoir avoir forcément toutes les réponses, mais on va sentir des choses. Ouais, et puis le cédant, il est dans une démarche aussi de séduction vis-à-vis de vous, parce que d'autant plus, une fois que les premiers contacts sont établis, s'il y a un bon fit qui se fait entre les deux personnes, il va dire tiens, celui-là ou celle-là c'est un candidat potentiel. Donc sans qu'il habille la mariée comme on dit, mais en tout cas il va avoir envie aussi que vous lui fassiez une offre. Donc peut-être qu'il y a des choses qui va un peu enjoliver, etc. On va dire que c'est un peu le jeu, quoi. Mais donc faut être capable de détecter tout ça et de se dire aussi ça c'est pas très grave. Ok, j'ai compris que là-dessus il a un peu où elle a un peu exagéré, mais c'est pas très grave. Par contre, ce point-là, il demande quand même à être creusé, parce que pour telle et telle raison, ça peut avoir une conséquence importante. Ah, c'est vrai. Et en même temps, si vous repérez les petits problèmes à améliorer, petit 1, ça peut faire baisser le prix. Petit 2, pour vous, c'est une piste de déploiement, de remotivation des équipes, d'amélioration de la rentabilité, etc. Vous aviez cette piste qui était, contrairement au toit pas caché, qui était la numérisation. Oui, parce que c'était quand même il n'y a pas si longtemps, c'était en 2018, mais j'ai coutume de dire que l'outil informatique le plus évolué de l'entreprise, c'était le fax. Donc... moi, ça tombait bien, je venais de ce métier-là, donc ça a été assez facile pour moi de remettre en place les choses. Et donc ça m'a paru une évidence à mettre en place. Et ça a aussi été, ça je ne l'avais pas mesuré, je l'ai mesuré qu'une fois en place, un outil de motivation pour les équipes, puisqu'en fait, il n'y avait pas Internet dans l'entreprise. Il y avait un réseau, mais il n'était que local. Avec des PC très vieillissants, donc ils faisaient leur devis sous Word. Donc moi j'ai amené, et ça a été les toutes premières démarches pendant l'été, et donc en septembre l'entreprise avait Internet, ils avaient des PC neufs, ils s'ouvrent un logiciel de devis, de facturation, il y avait... et ça, finalement, je ne l'avais pas mesuré, mais ça a eu effectivement comme conséquence de booster les équipes. Et tout de suite, ils se sont dit tiens, là, il y a une vraie évolution qui se fait par rapport à ce qu'on avait avant, quoi. Et c'est important de les garder. Je ne l'avais pas mesuré, finalement. Ça me paraissait, moi, évident que ça soit mis en place, mais je n'avais pas mesuré que ça soit un facteur de motivation pour les équipes en place. Ouais. On va donc bientôt finir, on va déborder. Un petit rappel sur ce qui compte. Dans le fonds de commerce ou le fonds artisanal, vous le savez, dans le commerce, l'emplacement, et sinon, l'emplacement.
Mais on a quand même, grâce au numérique, une vraie nouvelle réflexion sur la vraie offre de services, sur le vrai produit, sur la vraie valeur ajoutée, avec la concurrence finalement des achats en ligne, les changements de paradigme qui ont été accélérés par la période Covid. Donc, du coup, c'est la clientèle, quelle est sa nature, quelle est la qualité de sa fidélité, quelle est la concurrence ou la récurrence qu'on va avoir, tout autour de ça. Donc Porclo, c'est une clientèle fidèle, entre guillemets, puisque c'est du one-shot avec le portail. Oui. Enfin, mais c'est du particulier quand même. Oui, et c'est du one-shot avec une récurrence de 30 ans. Elle est longue, la récurrence. Donc il faut quand même quelques clients, mais il y a la réputation. Mais il y a la réputation, certes, mais nous, comme on est aussi un peu... on ne fait pas que du portail, on fait de la protection solaire, de la porte de garage, etc. Et donc, on a un client qui va, par exemple, acheter chez nous un produit il y a 5 ans, il va revenir 5 ans après pour un autre type de produit. Mais oui, on a une grosse partie de récurrence quand même. On a beaucoup de clients qui, au fur et à mesure des années, nous restent fidèles, quoi. Oui. Et la réputation aussi de Porclo est quand même un gros atout. Vous avez bénéficié de cette réputation et vous avez continué à la maintenir. Oui, j'espère. Et l'emplacement, effectivement, on en parlait tout à l'heure, est extrêmement important. Moi, j'ai eu la chance de trouver cette entreprise sur la route du meuble, qui est en bordure de la route, avec une grande visibilité et une notoriété, puisque c'est une entreprise qui a été créée en 68. On va dire qu'il y avait déjà toute cette partie-là qui n'était pas à faire, qui est juste à entretenir. Exactement. Côté repreneur de PME, comme on est sur des plus gros délais, ce qui est important, c'est la fiche de cadrage. Savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, et pouvoir l'expliquer et l'exprimer et faire générer finalement un souvenir qui restera ancré par rapport aux interlocuteurs. Et le temps et le tempo. Le temps, c'est se donner le temps parce que la recherche est très longue. Et le tempo, c'est savoir accélérer à certains moments, s'autoriser quand même, parce que ça dure plus d'1 an, à prendre des vacances et à lâcher, et de temps en temps revenir un peu à la charge, ou se forcer, et beaucoup le diront, à avoir des contacts hyper réguliers. Il faut se dire que au moins une fois par semaine, il faut 1, 2, 3 rendez-vous. Il faut vraiment régulièrement retourner voir les mêmes, ne pas se faire oublier pour que les intermédiaires, pour que les conseillers des entreprises pensent à vous. Et donc, il y a un rythme vraiment récurrent à mettre en œuvre et de temps en temps des coups d'accélérateur quand on attrape un truc. Voilà. Et l'apport, mais dans tous les cas, soyons clairs, plus vous avez d'argent à mettre dans votre projet, plus les choses se feront vite et bien, parce que le banquier notamment ira accompagner quelqu'un qui mise son épargne, qui mise souvent l'argent qu'il a mis de côté depuis de nombreuses années, mais c'est parce qu'il y croit. Et si le repreneur y croit en mettant beaucoup d'argent, le banquier y croira aussi. Hein, ce n'est pas qu'une question de business, c'est aussi la conviction que vous êtes la bonne personne. Et donc, on parle souvent de l'adéquation homme-projet. On a parlé aujourd'hui de connaître l'activité, de connaître le territoire, ou de tout faire pour s'y intégrer le plus vite possible. La Bretagne est une terre d'accueil. On accompagne même les repreneurs de région parisienne et on leur ouvre tous nos réseaux. Voilà, donc réfléchissez bien aux moyens et étudiez toujours plusieurs cibles en parallèle. Hein. Même quand c'était presque signé à Porclo, il y en avait toujours une dans le tiroir. J'en avais gardé une en... C'est important parce que quand ça ne se fait pas la veille de la signature, si vous n'avez rien, eh ben ça fait un gros coup de mou et c'est compliqué de s'y remettre. Hein. Oui, et puis même si moi ça s'est bien passé, il y a toujours cette petite appréhension, quoi. Même le jour où on vient signer le projet définitif, on se dit j'espère qu'il ne va pas sortir un truc du dernier moment. Malheureusement, j'en ai vu, malheureusement, en 15 ans. Ce n'est pas les plus belles expériences, mais j'ai vu quelqu'un le jour du rendez-vous dans l'office du notaire. Ah bon ? Mes revenus patrimoniaux vont devenir mes revenus principaux et ça va changer ma couverture sociale et ma fiscalité ? Eh bien, je ne vends plus. Et le silo s'est asséché. Imaginez le gars qui avait posé sa démission pour reprendre cette boîte-là, la situation dans laquelle il était.
J'ai eu un autre une fois où c'était un accident de voiture pour faire le trajet. Il a vu sa vie défiler, il a dit j'aime pas ce que je vais faire, j'aime pas ce que j'ai fait et c'est pas ça que je veux faire. Et pareil, il a planté l'affaire et il n'a jamais vendu. Et vous, côté repreneur, soyez dans la même dynamique, c'est-à-dire ne vous trompez pas de vie, n'y allez pas parce que l'entourage a envie que vous y alliez. Soyez honnête envers vous-même, regardez-vous dans le miroir et sachez ce que vous voulez. C'est le plus important, je crois. Malheureusement, dans une vie précédente, j'étais à la chambre de métier de l'artisanat. Je ne vais pas finir là-dessus, mais je vais en parler. Un boulanger qui voulait plus se mettre à son compte. C'est son épouse qui l'a poussé à se remettre à son compte. C'était en Sarthe. C'était il y a 23 ans et je me rappelle encore. Le boulanger a signé la reprise de son entreprise alors qu'il ne voulait pas y aller. Il s'est suicidé le lundi matin. C'est horrible, mais il n'a pas su dire non. Il n'a pas su porter sa voix auprès de son conjoint, etc. Et c'est ce qu'on appelle l'enchaînement des obligations. C'est-à-dire que vous dites que vous y allez, on vous dit de faire, vous faites, mais en fait, vous n'avez pas envie vraiment. Faites attention à ça. Vous ne trompez pas de projet de vie, vous n'en a qu'une, et il faut qu'on s'éclate. Renaud, tu t'éclates ? Ah, moi, oui, tous les jours. Alors, c'est pas facile. Il y a plein de fois où... c'est vraiment l'ascenseur émotionnel. Il y a des fois, on a envie de tout envoyer balader. Puis il y a d'autres fois, on se dit, mais c'est génial, quoi. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait plus de génial que de tout envoyer balader, quoi. Et Arnaud, la reprise, c'était comment ? Tu t'es éclaté ? Ah oui, complètement, pendant 17 ans. Donc, alors, il y a eu des hauts et des bas. Moi, j'ai eu une sauvegarde quand même, donc c'était hyper chaud. Mais je regrette rien de toute cette expérience. Voilà. Et puis, je dirais... sur la recherche d'entreprise, il y a un moment, c'est bizarre, mais il y a une intime conviction qui se forge. Et ça, c'est le feeling. Donc, il faut laisser parler son feeling. Il ne faut pas être que sur les chiffres ou trop tendu non plus. Il y a un moment, ça vient. Et on n'est pas tous faits pour faire ça. Moi, ça fait maintenant 26 ans que j'accompagne des créateurs, des repreneurs de toute taille, de toute activité. Et je suis très bien de l'autre côté de mon bureau. Je sens que moi, je n'ai pas le caractère pour... oser ça, et on n'est pas tous faits pour être chef d'entreprise. Ce qu'il faut, c'est que si vous avez envie, vous ayez le courage d'oser. Et si vous sentez que finalement, ce n'est pas pour vous, il faut avoir aussi le courage de renoncer. On ne va pas tous vous trouver une PME à reprendre, donc accrochez-vous si c'est vraiment ça que vous voulez. Si vous voulez reprendre un commerce ou de l'artisanat, il y a un petit peu plus de chances que vous y parveniez. Et tous les organismes, le CRA, le CCRE, la CCI, la CMA, la Chambre d'agriculture, sont là pour vous aider à reprendre une entreprise. Donc surtout, entourez-vous et surtout soyez honnête envers vous-même. Merci et bonne chance pour votre projet de reprise.